Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance de travaux dirigés du module d'électricité 2 du magnétostatique. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice 2 de la série numéro 3. Voici l'énoncé de l'exercice. On considère une spire S de centre O et d'axe OZ de rayon R vue sous un angle bêta, d'accord, vue sous l'angle bêta d'un point M de son axe. La spire, bien sûr, est parcourue par un courant I. Voici la première question. En utilisant les arguments de symétrie, nous allons déterminer la direction, le sens du champ magnétique créé par la spire en un point situé sur l'axe Z. La deuxième question, on va déterminer le champ magnétique en utilisant, en fonction de bêta, en utilisant la formule de Biot et Savart. La troisième question, nous allons retrouver ce champ-là magnétique, mais maintenant en fonction de Z. La question 4, on va déduire l'expression du champ magnétique au centre de la spire, ici. La dernière question, nous allons déterminer l'allure, ou bien la courbe du champ magnétique en fonction de Z. Donc allons-y, nous allons commencer la première question, nous allons déterminer la direction et le sens de champ magnétique. D'accord? Nous allons pour cela, on va utiliser la base cylindrique. D'accord? Donc la première chose qu'on va commencer, c'est la direction. Et pour faire cela, nous allons utiliser deux règles qui sont très importantes. La première règle, si la distribution du courant donné admet un plan d'antisymétrie P1, donc automatiquement le champ magnétique appartient à P1. La deuxième règle, si une distribution de courant donné admet un plan de symétrie, P2, alors le champ magnétique il est perpendiculaire à ce plan. Mais dans notre exercice, les plans Euro, EZ, voici ce plan-là, c'est un plan d'antisymétrie parce que si on prend un courant élémentaire ici, d'accord, et on cherche sa symétrie par rapport à ce plan-là, on va retrouver le même courant, mais de sens opposé. Donc c'est pour cela qu'on nomme ce plan-là, c'est un plan d'antisymétrie. La même chose pour ce plan-là, c'est un plan d'antisymétrie et par conséquent le champ magnétique il appartient à ces deux plans. Ça veut dire Euro EZ et Phi EZ. Par conséquent le champ magnétique ici il est porté par l'axe OZ. D'accord? Il est porté par l'axe EZ, mais on ne sait pas est-ce qu'il a le même sens que Z ou bien le sens opposé de EZ. C'est pour cela qu'on va étudier le sens de son champ magnétique. Et pour faire ceci, on va utiliser la règle de la main droite qui dit que si le pouce indique le sens du champ magnétique, d'accord, tandis que les autres doigts indiquent le sens du courant. Hein, comme vous voyez là dans cette figure-là. Donc les doigts, il indique le sens du courant. Le champ indique, le pouce, il indique le champ magnétique. D'accord? Pour notre cas, si on utilise la règle de la main droite, le champ magnétique, il est porté par l'axe EZ, il a le même sens que EZ. Mais, on ne sait pas, est-ce que le champ magnétique, il varie en fonction d'Euro, ou bien de Phi, ou bien de Z, ou bien avec les trois variables. C'est pour cela qu'on va faire une étude des invariances de la distribution. D'accord? On va commencer par vérifier est-ce que B il varie en fonction de phi. Alors le système de distribution, le système, c'est-à-dire la distribution de courant et le point M. Ça c'est un système qui est constitué de la distribution et de courant et le point M. Ce système-là, il reste inchangé lors de toute rotation autour de l'axe Z. Donc automatiquement, le champ magnétique créé par la distribution D au point M ne dépend pas de phi. Parce que si on prend un élément de courant ici, et on cherche le champ magnétique ici, hein, au point M, on va retrouver le même champ magnétique si on prend un autre élément ici et on cherche le champ magnétique au point M ici. Donc automatiquement B elle est invariable, inchangée en fonction de phi. Maintenant si on fait une petite variation, une translation en fait de D à D', suivant l'axe euro maintenant, suivant cet axe là euro,
Donc la distribution D, ça veut dire la distribution EM, le système distribution de courant et le point M là, elle reste inchangée, et par conséquent le champ magnétique créé par cette distribution en M ne dépend pas de ρ. D'accord? Heureusement que le point M ici, il est collé à l'axe Z. Mais si on a par exemple cette configuration là, le point M, il est en dehors de l'axe Z, automatiquement DM et D', le système DM et le système D'M ne sont pas égaux. C'est pour, et de ce fait là, le champ magnétique, il dépend maintenant de ρ. Hein, il dépend de ρ. Mais on n'a pas cette configuration là, parce que le point M il est collé dans notre exercice, le point M il est collé à l'axe Z. D'accord? Donc on va voir si on translate D verticalement maintenant, le long de l'axe Z, alors le système là, DM, se trouve modifié parce que le champ magnétique créé par cette spire là, DOM, hein, la distance là, elle est différente de cette distance là, donc automatiquement le champ magnétique créé par cette spire là, par DM, n'est pas égal à D'M, d'accord? Donc c'est pour cela qu'on va dire que le champ créé par la distribution D en M donc, dépend uniquement de Z. Donc BM est égal à B en fonction de Z. Maintenant, on va déterminer l'expression du champ magnétique en fonction de l'angle bêta. D'accord? Et on va faire appel à la loi de Biot et Savart qui dit que un élément de courant idéal, ici, hein, idéal, au point P, d'accord, créé en M ici sur l'axe dans notre exercice, un champ magnétique dB qui est égal à mu0 sur 4pi idéal vectoriel R sur R au cube. Avec bien sûr DL, le vecteur DL est égal à DL phi, d'accord, et le R ici, hein, R ici est égal à R UR, avec bien sûr UR c'est un axe unitaire. R vecteur là, c'est quoi? C'est PM, bien sûr. Donc après réarrangement, vous aurez dB, là cette expression là, fois E phi vectoriel UR. Avec bien sûr, E phi vectoriel UR c'est quoi? Voilà E phi, d'accord? Et voilà UR, qui est perpendiculaire. Automatiquement, sinus de l'angle entre E phi et UR est égal à pi sur 2, d'accord? Donc sinus pi sur 2 fois V. V c'est quoi? C'est le vecteur résultant de cette opération vectorielle, d'accord? E phi UR. Et V bien sûr, elle appartient à ce plan-là, bien sûr, d'accord? Et UR, elle est E phi bien sûr, elle est perpendiculaire à ce plan pi phi, d'accord? Elle est perpendiculaire à cet axe UR. Donc automatiquement V, elle est perpendiculaire à UR. Ok? Et donc dB est égal à cette expression fois V. Or V, bien sûr, V là est égal à quoi? Est égal le module de V fois cosinus pi sur 2 pour retrouver cette valeur là, V, d'accord, fois EZ bien sûr. C'est l'angle, ici c'est quoi? C'est pi sur 2 moins bêta, parce que 2V et ces droites pointillées là, entre là, c'est l'angle c'est combien? C'est pi sur 2, donc automatiquement, et là c'est bêta, donc là, l'angle ici c'est pi sur 2 moins bêta, d'accord? Donc V, il est porté par l'axe EZ, il est porté par l'axe euro, d'accord? Donc dB, c'est quoi? C'est une expression dBz fois EZ et une expression dBrho fois euro. Ok? Donc d'après l'étude des symétries de la distribution des courants qu'on a faite tout à l'heure, donc le champ magnétique il est porté par EZ. Par conséquent, la composante utile ici, c'est dBz et dBrho est égal à 0. D'accord? Donc automatiquement, dB, voilà l'expression hein, qu'on a choisie. C'est EZ, et qui est égal à en cosinus pi sur 2 moins bêta qui est égal à sinus bêta. Donc automatiquement, et on sait que sinus bêta ici est égal à R sur R. Donc on va remplacer dans cette expression, et on aura dBm est égal à mu0i sur 4pi fois dl sinus cube bêta sur R au carré.
Après, bien sûr, intégration, d'accord? On va faire l'intégration de cette dB, d'accord? Pour retrouver le champ magnétique créé par toutes les courants élémentaires idéaux ici. Pour cela, on va faire l'intégration. L'intégration de dl, c'est quoi? C'est le périmètre de la spire, et le périmètre de la spire, c'est 2πr, d'accord? On va remplacer dans cette expression, et on aura b est égal à mu 0 i sur 2r fois sinus cube de bêta, d'accord? On va retrouver maintenant à cette expression-là, qui est de b, qui a été en fonction de bêta, on va la retrouver en fonction de z. Et pour faire ceci, d'après le triangle rectangle MOP, sinus bêta est égal à R sur R, et que d'après la règle de Pythagore, qui dit que R, si on a un triangle rectangle, R au carré est égal à Z au carré plus R au carré, donc on va faire sinus bêta qui est égal à R sur Z au carré plus R au carré à la puissance 3 sur 2. D'où, bien sûr, le champ magnétique, et là, cette expression-là. Donc, après simplification, on va simplifier ici R au Q sur R, on aura cette expression de B de Z. Ok? Maintenant, la question 4, on va déduire le champ magnétique au centre de la spire. Au centre de la spire, on a Z est égal à 0. Hein, Z est égal à 0. Ici, on a Z est égal à 0, R est égal à petit r. Donc, R sur R est égal à 1. Donc, automatiquement, sinus bêta est égal à 1. Automatiquement, bêta est égal à pi sur 2. D'accord? S'il est égal à pi sur 2, automatiquement, si vous avez pi sur 2, ça veut dire sinus bêta est égal à 1. Automatiquement, mu sur i, b est égal à mu sur i sur 2pi. Donc, soit vous utilisez cette expression-là de b en fonction de bêta, bêta est égal à pi sur 2, soit vous utilisez l'expression de b en fonction de z, et que z est égal à 0 au centre de la spire, bien sûr. Maintenant, l'allure du champ magnétique en fonction de z. Pour déterminer cette allure, on va étudier on va faire plusieurs études. La première étude, c'est l'étude de parité. Et on a bz est égal à b moins z, parce que z ici, il est au carré, donc automatiquement la fonction de bz est une fonction qui est paire. De ce fait, on retrouve le même champ b pour deux points ici, de l'axe z par rapport au centre de la spire. Ça veut dire que b de r, par exemple, hein, b de r est égal à b moins r. b de r sur 2 est égal à b moins r sur 2. b de 3r, hein, r c'est le rayon de la spire. B de 3R est égal à B de moins 3R. D'accord? Étude de monotonie. Pour faire cette étude-là, on va faire la dérivée de B, hein, par rapport à Z. D'accord? Et on a retrouvé cette expression-là. D'où, pour Z positif, on a B' qui est négatif. Hein. Pour Z positif, on a B' qui est négatif. Donc, automatiquement, B est une fonction décroissante. Pour Z inférieur à 0, hein, pour Z inférieur à 0, D de B, ça veut dire B', c'est une fonction qui est positive. Automatiquement, B est une fonction croissante, mais où, si, bien sûr, Z elle est négative. Maintenant, pour Z est égal à 0, la dérivée de B par rapport à Z est égale à 0. Ça veut dire que la courbe admet donc une tangente horizontale à Z est égale à 0. Et la valeur du champ à Z est égale à 0 est égale à mu 0 i sur 2R. Donc, automatiquement, voici la table de variation de BZ. Ok? Un maximum ici, croissant, décroissant. Ok? Et bien sûr, plus ici, B' il est positif. Hein? Positif, c'est-à-dire croissant si il est négatif, et décroissant s'il est positif. Voilà. La dernière chose de cette étude-là, c'est l'identification des points d'inflexion. On va utiliser cette définition. La fonction B admet un point d'inflexion M, d'abscisse Z0 et d'ordonnée BZ0. Si, bien sûr, B seconde Z s'annule en Z0 en changeant de signe. Maintenant on va calculer B seconde. D'accord? On a B, la dérivée de B est égale à ça. Donc automatiquement la dérivée seconde est égale à ceci. Si maintenant la dérivée seconde est égale à 0, automatiquement
ça veut dire que 4z0 moins r au carré est égal à 0. Automatiquement, z0 est égal à plus ou moins r sur 2. Donc la fonction b admet deux points d'inflexion. Le premier point est la conabscisse r sur 2. Hein. Le deuxième point est la conabscisse moins r sur 2. Et bien sûr, l'ordonnée de le point M1 et l'ordonnée du point M2 sont égaux parce que c'est une fonction qui est paire. Et b à plus r sur 2 et à moins r sur 2 est égal à 4 sur 5 racine 5 mu 0 i sur r. On va étudier le signe maintenant de b seconde. Entre moins l'infini et moins r sur 2, la courbe, bien sûr, elle est au-dessus de la tangente, d'accord? Et au-dessus de la tangente, parce qu'il est ici, elle est négatif. En M1, la courbe et la tangente se croisent. Et après, ensuite, la courbe passe, bien sûr, la courbe passe au-dessus de la tangente. D'accord? Ici, la même chose pour M2, si vous voulez. Hein? D'accord? Et voilà, vous avez B en Z0 est égal à M0 I sur 2R. Et B en M1 et M2 est égal à 4 sur 5 racine 5 mu0 I sur R. Et voilà, si vous voulez, voilà la spire, et voilà la courbe. En plus, R sur 2 est égal à ça. Hein? Et la même chose au moins R sur 2, d'accord? Et bien sûr, la courbe à n'importe quel point ici, voici B en fonction de Z. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons très bientôt pour travailler l'exercice suivant.